Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse. C'est rendez-vous d'échanges et de débats autour de l'actualité et ici au pays et à travers le monde. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va essentiellement revenir autour des deux principaux sujets. D'abord, Covid-19. L'INRB nous dresse un bilan de 98 personnes testées positives, 8 morts et 3 personnes guéries. Il faut aussi noter que la maladie ne se retrouve plus seulement à Kinshasa, mais aussi à travers 3 autres provinces de la République démocratique du Congo. On parle du Nord et Sud Kivu, mais aussi de la province de l'Ituri. On va tenter d'analyser ces sujets d'actualité avant de prendre les dossiers Gabriel Kyungu, ce seigneur de guerre qui a terrorisé Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dimanche dernier, causant la mort et la perte en vie humaine des paisibles citoyens. Le président de la République, hier, au cours d'une réunion de haute sécurité, a ordonné qu'on puisse l'arrêter immédiatement. On va aussi, à travers Kyungu Wakumu, on a parlé aussi de Nemwanansemi qui avait paralysé de l'autre côté du quartier Makampane. Hier, c'était chaud, la police a dû gazer ces manifestants. On va tenter d'aborder également cette question au cours de cette émission avec deux invités. D'abord, Alain Bolodjoa, il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Comment allez-vous? Assez bien, en tout cas, merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur de ce jour. Il y a une différence entre vous et la Mouka, parce qu'aujourd'hui l'opposition c'est la Mouka. Effectivement, la Mouka c'est une réalité statutaire. Pour être membre, il faut y adhérer. Nous n'avons pas adhéré et nous avons créé notre caucus, qui n'est justement qu'un caucus regroupant en son sein les politiciens qui ne sont pas membres des partis politiques. Et nous sommes là pour réfléchir comment proposer un algorithme qui va permettre à ce que notre pays puisse avancer et surtout mettre un accent particulier sur notre manière de gouverner, c'est-à-dire gouverner autrement bien. La nouvelle classe de l'opposition, est-ce un parti politique, un regroupement politique, une plateforme politique? Nous sommes un caucus, mais nous comptons créer des partis politiques. Je vous annonce déjà que nous sommes en plein travaux pour que nous arrivions effectivement à mettre sur pied nos statuts et les règlements intérieurs. Nous voulons créer un parti dénommé les BAT, Lèvons-nous et bâtissons. Un parti qui aura comme président vous? Non, on n'est pas encore là. Mais pour l'instant, je suis le coordonnateur de la NCP. Certainement, vous serez président de ces partis politiques. Pas nécessaire. En face de vous, vous rencontrez Manix Ienda, porte-parole de Laurent Batumona. Comment allez-vous? Merci beaucoup, très bien. Merci beaucoup Hervé pour cette invitation de plus. Et je suis très content d'être encore en face de mon co-débatteur de tout le jour, M. Alain Bolodjoa. Surtout que je me suis rendu compte qu'il est en bonne santé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les électeurs de Laurent Batumona sont contents du travail que celui-ci réalise? Effectivement, bon, écoutez, Laurent Batumona, il a été élu député provincial, puisque nous avions raté la législative au niveau national. Et justement, en sa qualité de député provincial, je crois que le rendement législatif se fait correctement et les consultations justement de sa base se fait aussi régulièrement selon que le besoin s'est fait sentir. Mais Laurent Batumona en tant qu'acteur politique, parce qu'il est au-delà de cette sphère électorale, il est le président national d'un parti politique, le Mouvement de solidarité pour le changement, et de surcroît le coordonnateur de toutes les forces politiques et alliées de l'UDPS. Et en tant que coordonnateur, je crois qu'il est en train de diriger toute une troupe d'acteurs politiques tout en ayant une vision commune avec un grand parti politique qui est donc l'UDPS, un parti qui reste attaché à la vision du chef de l'État, président de la République. Et de l'autre côté, il est le président national d'un parti, comme je l'ai dit. Et donc, nous marchons selon le credo de notre parti et l'idéologie de notre parti. Et surtout, déjà, dans très peu de temps, on va organiser, juste après ces vents de coronavirus, notre congrès pour le réajustement du parti en termes d'organes et des structures internes. Très bien, on va parler actualité avec vous, Alain Bolodjoa. Covid-19, l'INRB nous dresse un bilan de 98 personnes testées positives, 8 personnes mortes et 3 autres guéries. Finalement, on craignait que la pandémie puisse se propager au niveau de nos provinces, ce qui est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Bon, premièrement, je voudrais me lancer dans cette analyse, tout en précisant que je ne suis pas spécialiste sur des questions de la santé publique. Et il s'agit de l'actualité. Du moins, en tant qu'économiste, nous avons eu à réfléchir longuement, ou sinon, nous avons été formés dans le cadre de la politique sanitaire.
dans son aspect économique pour voir comment on pouvait déployer ou sinon comprendre comment le système doit fonctionner pour que nous sachions effectivement comment évaluer le coût du fonctionnement de ces 10 systèmes. Et deuxièmement, j'ai eu à travailler dans un ministère qui s'occupait en partie de la santé animale. C'est-à-dire j'ai quand même une idée sur ce qui s'est fait en période des épidémies ou en période des crises. Je suis quand même surpris de voir que nous évaluons la propagation de cette maladie par rapport aux résultats de l'INRB. Mais il faut préciser ici qu'il y a d'autres personnes qui ont été en contact avec ceux qui sont déclarés malades par l'INRB, mais que jusque-là n'ont pas eu accès à cette institution. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'INRB n'est pas déployé dans le reste du pays. Il n'y en a qu'un seul institut ou une seule institution au niveau de Huiléry. Et fort malheureusement, cette institution n'a pas les équipements nécessaires pour qu'elle arrive à dépister ou sinon à analyser beaucoup d'échantillons. Ce qui sous-entend que la publication des statistiques s'est faite sur base de ce qu'elle a comme possibilité. Mais il faut reconnaître aussi que, au regard de l'évolution de cette maladie, je crains qu'il y ait plus de contaminés que ce qu'on nous présente. Parce que dans la plupart des cas, ce qu'on cite aujourd'hui n'ont pas été cités hier. Ce qui sous-entend la propagation de la maladie a pris des ampleurs et fort malheureusement, l'État ou sinon les institutions en place ne sont pas suffisamment équipées, n'ont pas suffisamment de technicité pour nous donner des vraies réalités. Ce qui sous-entend que la situation est plus dramatique que ce que l'on nous présente. Nous avons vu l'évolution de cette maladie. On nous a cité certains cas. Je prends le cas de la première personne qui a été proclamée, qui a été déclarée malade. Cette personne est sortie de l'hôpital et fort malheureusement, on ne nous a pas donné les schémas qui a conduit à sa guérison. Et pourtant, il prenait déjà qu'il n'était pas malade. Et j'ai craint qu'il soit un dindon de la farce utilisé justement par le pouvoir pour chercher à justifier. Mais aujourd'hui que les choses ont pris de l'ampleur, la question que nous devons nous poser, quelle est la capacité de l'État à y faire face? Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner les statistiques. Sur le 98 cas déclarés, il y a d'autres qui continuent à être déclarés. Et je crois que si on avait ajouté en termes d'équipement la capacité à cette institution de faire des analyses, peut-être qu'on serait déjà arrivé à 200, 300, pourquoi pas 2000 cas. Notre souci, pour que nous arrivions effectivement à mettre fin, il faut que l'on sente du sérieux dans ce qui s'est fait. Il faut qu'effectivement que l'on sente du sérieux. En quoi faisant? En prenant le temps de bien réfléchir. Si nous n'arrivons pas à bien réfléchir, si nous n'arrivons pas à prendre des bonnes décisions, eh bien à la fin, on va se rendre compte que nous serons tous décimés, tout simplement parce que nous avons été quelque part maladroits. Je fais confiance à l'INRB, mais fort malheureusement, ça fait partie des politiques publiques et fort malheureusement, les institutions telles que le gouvernement et la présidente de la République qui s'est accaparée de cette question et qui a créé une cellule en son sein ne sont pas suffisamment crédibles. Très bien. C'est ce qui justifie notre crainte par rapport à votre question. Très bien. Alors, l'équipe de la riposte soulève les problèmes liés à l'équipement. Est-ce qu'aujourd'hui, notre gouvernement, disons, notre pays, est prêt à faire face à cette épidémie sur le plan financier? D'abord, il faudrait reconnaître que cette pandémie de coronavirus est une surprise très désagréable pour toutes les nations du monde, autant pour la nation congolaise. Ça nous a surpris. Et déjà que nous étions dans une situation de précarité économique qui ne disait pas son nom. Et pour certains États qui se prétendent puissants du point de vue économique, ils ont pu puiser dans leurs réserves économiques pour essayer de pallier, essayer de secourir à la situation afin justement d'endiguer à la pandémie. Je crois que ça a été le cas avec la France qui a puisé dans ses réserves plus ou moins 300 milliards d'euros. Les États-Unis, 100 000 milliards
de dollars, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si la RDC, au moyen des trésors publics de l'État, si nous allons puiser combien. Déjà que nous n'avons pas assez de réserves du point de vue économique. Donc, ne serait-ce que ces déficits économiques face à ces grands problèmes qui demandent plus de moyens, plus d'engagement, plus d'urgence en ce qui concerne l'intervention. Je crois que nous devons mettre un peu plus de sérieux. Nous devons arrêter toutes les machines financières qui devraient être orientées vers d'autres directions des responsabilités publiques. Cette fois-là, l'orienter vers le secteur sanitaire parce que le problème de coronavirus, c'est une situation d'urgence nationale. Et aujourd'hui, nous pensons que le président de la République, en tant que donneur d'impulsion, ainsi que tous les membres du gouvernement, surtout à l'occurrence le ministre de tutelle, ministre de la Santé, ensemble avec tout le comité national multisectoriel pour la riposte contre le Covid-19, ils doivent conjuguer des efforts, conjuguer toutes les énergies possibles pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter cette hémorragie. Ce qui est vrai, vous avez vu, même lorsque le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a semblé prendre sa décision de confiner la ville et le réflexe social qui s'est manifesté dans le comportement de citoyens congolais. Et il y a eu même une mentalité que nous avons déplorée. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait peut-être pas dans l'avenir. La spéculation dans le marché de biens, la hausse tellement exagérée de prix de manière très spontanée par les citoyens congolais. Et je me dis, dans cette condition-là, se confiner et vivre dans une situation de précarité sociale, je crois que la situation devient de plus en plus pire. Et donc, il faut que le responsable du pays, le ministère de l'économie, le président de la République, la présidence, les parlements, tous les acteurs économico-sociaux de notre pays, mais aussi les citoyens congolais, parce que nous sommes dans un cadre d'une nation. Et l'élément très important dans une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Nous devons partager nos problèmes ensemble, le même souci, la même inquiétude, et je crois les solutions, ce seraient aussi des solutions qui seront apportées par tout le Congolais dans son ensemble. Les comités national multisectoriel pour la riposte contre le Covid-19 a déjà présenté son budget. C'est un budget de plus ou moins 135 millions de dollars. Ça, c'est un montant que nous devons réunir au moyen justement de la mobilisation financière. Alors que le gouvernement ne propose que 1 800 000. Non mais ça, c'est cela un problème. Bon, je comprends à une certaine mesure, je l'ai reconnu, la faiblesse économico-financière de notre pays, on ne va pas faire la magie. Mais attendez, parce que pour fêter la haine de l'alternance, on était prêt à débourser 6 millions. Non, mais aujourd'hui qu'il s'agit de la vie des gens, Monsieur Hervé, on ne propose qu'un petit million, je dirais. Je ne voudrais vraiment pas faire un accrochage d'un débat politique avec vous, surtout. Mais je suis très content parce que mon co-débatteur déjà, lors de son intervention, il a décoller son discours politique avec une température très bien modérée et cela dénote un sens très avéré des responsabilités parce qu'il s'agit d'un problème de santé qui n'a rien à voir avec les clivages politiques, qui n'a rien à voir avec des politiques de polémique inutiles. Nous devons regarder la réalité en face de nous. Le problème de coronavirus aujourd'hui devient une réalité inéluctable. Nous ne devons pas l'éviter, elle est déjà là avec nous. Ce que nous devons faire, c'est justement de proposer des recettes thérapeutiques, de solutions idoines pour effectivement diminuer l'hémorragie, diminuer les cas afin de protéger le paisible citoyen. Alors que les Covid-19 avaient commencé ici à Kinshasa, est-ce qu'il était impossible pour le gouvernement et disons l'ensemble de l'équipe de la riposte de contenir cette maladie seulement ici à Kinshasa, alors qu'aujourd'hui on parle des provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri également, qui sont touchées? Comment la RDC va s'en sortir aujourd'hui? Je crois que, je l'ai dit au début, que cette histoire de coronavirus est une surprise désagréable. Elle a surpris effectivement même le premier pays, la Chine. Déjà même en son temps, il y a le médecin
spécialiste en la matière, qui déjà a visé le gouvernement chinois sur l'avènement même de Covid-19 en son temps, mais malheureusement, on ne le croyait pas. Et finalement, après, le virus a pris sa place. Et il est parti lui-même. Ça a créé des conséquences néfastes jusqu'au point même de l'emporter lui-même, les spécialistes en la matière. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les États du monde, chacun à sa manière, est perdu. Chacun à sa manière a perdu un tout petit peu le pédale. Aujourd'hui, on ne le dira peut-être pas pour de pays comme l'Italie, de pays comme la France, où il y a 2 morts de manière très exagérée. Et donc, pour le cas de la RDC, je pense que c'est vrai, il y a eu la pandémie. Au départ, il y a eu certains ratés en termes de communication, en termes de l'appréhension même de la réalité. Mais bon, on le considère comme des ratés, mais nous devons ajuster le tir pour effectivement bien apporter des solutions qu'il faut. Parce que plus la pandémie, plus le virus se propage, plus la situation devient très grave. Ce qui craint, c'est d'ailleurs lorsqu'on voit, et d'ailleurs je crois que le docteur a déjà planté un décor en termes de tableau de pourcentage. Jusque-là, on est vers le 10% de taux de mortalité. À peine on a 90 et quelques 98, cas de 98 personnes cas. atteintes avec 8 morts. Ça craint. Alors qu'en Afrique du Sud, il venait à peine d'avoir 900 et quelques cas de personnes atteintes. On ne avec compte que 2 morts. 2 morts. Ça va quand même. Donc, nous devons plus travailler dans le sens d'accompagner la structure, la coordination de la riposte pour voir comment est-ce qu'on peut sauver les vies. Mais nous devons aussi s'adresser à la population congolaise, dire un message de responsabilité, parce que la population congolaise doit faciliter la tâche, doit respecter les consignes sanitaires telles que données par les officiels de la République, doit obtempérer les gestes barrières pour éviter, parce que l'épidémie, le coronavirus est là, si on ne se contrôle pas en termes de respect des restrictions, je crois qu'on va avoir tout cas le plus... Très bien. Alors aujourd'hui, il se pose aussi un autre remède, et plutôt un autre problème lié au remède. On a évoqué 3 personnes guéries, mais aujourd'hui, on ne sait pas, ces personnes ont été guéries pour avoir pris... Pour avoir pris quoi? On parle de la chloroquine aujourd'hui. Nous avons vu la première dame faire un don de, je ne sais pas moi, de 400 millilitres ou je ne sais comment les dire, des chloroquines à l'INRB. De l'autre côté, il y a ces gens aussi qui contestent la chloroquine. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on avait élagué la chloroquine de notre marche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on puisse réutiliser encore la chloroquine? D'abord, où est-ce que l'ancienne première dame a trouvé ces lots de médicaments? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais ce qui est important, l'appui ou sinon l'apport de tout le monde est vivement souhaité. Parce que nous avons besoin effectivement que les choses évoluent de manière normale pour que nous puissions sauver des vies. Elle a fait sa part. Ce qui reste maintenant, c'est de voir si effectivement on a mis en place une organisation adaptée. Moi, je parlerai plutôt de maladresse au départ, en termes de communication, mais aussi en termes de compréhension ou sinon de la maîtrise de la situation. Il ne faut pas venir nous dire ici que la communauté internationale n'a pas encore homologué cette maladie. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de trouver des solutions à nos problèmes. On a connu la même situation avec Ebola. On nous a présenté des vaccins. Et fort heureusement pour nous, l'INRB a proposé son vaccin et puis on a vu les résultats par rapport à la situation d'Ebola, ce qui veut dire en tant qu'État souverain, nous pouvons opter pour la chloroquine ou pour un autre produit. L'essentiel pour nous, c'est de sauver des vies. Mais ce qui me fait peur, c'est cette maladresse de la part de ceux qui sont supposés nous diriger. Parce qu'apparemment aujourd'hui, nous sommes plus dirigés par les émotions, par les sentiments que par la raison. Commençons d'abord par les décisions qui doivent être prises. Premièrement, on devait mettre effectivement, comme l'a dit mon co-débatteur, une cellule ou sinon une structure multisectorielle, c'est-à-dire une commission interministérielle pour que nous arrivions effectivement à donner des bonnes orientations. Le coronavirus ne nous attaque pas seulement dans le front sanitaire. Il y a aussi l'économie qui est touchée, il y a le social, il y a la sécurité qui est touchée. Ce qui sous-entend, on ne peut pas aujourd'hui nous focaliser que sur le ministère de la Santé.
M. Félix Tshisekedi a créé une structure au niveau de la présidence de la République comme la coordination ou sinon le cerveau pour la riposte. Et fort malheureusement, là aussi, il s'est posé un sérieux problème. Par le fait que le gouvernement apparemment n'a pas été associé de manière directe. Il a pris des décisions de manière unilatérale et on sent que déjà il y aura beaucoup de problèmes parce qu'il a déjà osé faire ça avec le fameux programme prophétique des 100 jours. Et on connaît les résultats. En principe, ça devait être débattu au niveau du gouvernement pour qu'effectivement chaque domaine puisse donner le meilleur et chaque ministère puisse donner le meilleur de ses services pour que nous arrivions effectivement à trouver la vraie solution. Pas des solutions palliatives telles que nous présentaient jusque-là. Par rapport à la mobilisation de moyens, effectivement, je confirme, le gouvernement avait mis à la disposition du ministère de la Santé 1 800 000 $. Et ces 1 800 000 $ ne répondaient à aucun besoin. Parce qu'en réalité, ce qui devait être fait, on devait commencer d'abord à mettre en place une structure qui allait faire la riposte. On ne peut pas donner la responsabilité au seul ministre de la Santé. Parce que quand il prend des décisions, lui ne gère pas l'aéroport. C'est vraiment un passoire. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour passer. Même si vous avez votre température qui va au-delà de 37 degrés, mais si vous donnez quelque chose, on vous fait passer. Là, le ministère de la Santé ne peut rien faire. Alors qu'en réalité, on devait associer la sécurité pour que nous nous rassurions effectivement que ceux qui sont porteurs de cette maladie ne puissent pas franchir nos frontières. Ça n'a pas été fait. La maladresse qu'il y a eu par rapport au premier cas, qui était en contact avec sa femme, avec sa famille, on l'a laissé pendant près de 2 jours. On a déclaré qu'il était malade les 10, alors qu'il est arrivé le 8. Et après, on apprendra que sa femme circulait normalement. Et pourtant, nous connaissons ce qui s'est fait quand on rencontre son époux. Donc, ce qui sous-entend, la femme devait être classée parmi des personnes à risque. Mais cela n'a pas été fait. Tous les membres de sa famille qui étaient en contact avec lui n'ont pas été mis en quarantaine. Et même la personne qui était mise en quarantaine, il n'y en avait pas d'assurance. Parce que jusque-là, l'INRB n'avait pas confirmé qu'effectivement la personne était atteinte. C'est après qu'on nous apprendra qu'il était atteint. Et voilà, aujourd'hui, il est parmi ceux qui sont guéris. Ce qui sous-entend qu'il y a déjà un sérieux problème en termes de gestion des informations. Par rapport à la mobilisation de fonds, nous avons le moyen de supporter avec 135 millions de $. Si c'est ça réellement le besoin pour que nous arrivions à mettre en place des mécanismes ou un bon système pour la riposte. Avec 135 millions de $, j'ai dit d'abord, je considère insignifiant au regard de l'ampleur que prend la maladie. Si on avait fait un budget par rapport à Kinshasa, aujourd'hui nous avons 3 autres provinces et les provinces les plus peuplées du pays. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Et au regard de l'interdépendance de ces provinces en termes sur le plan économique et d'autres provinces telles que Otuele, Bazouele, Chopo, vous prenez Maniema avec le nord et le sud Kivu, et même le Katanga, ce qui sous-entend la vitesse de la propagation risque d'être plus importante que ce que nous disons. Pour l'argent, c'est simple. Il suffisait seulement de réduire le train de vie des institutions ou sinon le personnel politique. Ah mais malheureusement, là, le président vient encore de surcharger la République voilà pourquoi j'ai dit, en créant 3 autres institutions. Voilà pourquoi j'ai dit ce sont des choix contradictoires. Et moi, personnellement, je suis déjà habitué avec ces nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche à ajouter des équipements pour faire le diagnostic ou sinon l'analyse des échantillons, M. Félix Tshisekedi opte pour créer une chaîne de télévision. C'est lui ou les ministres de la Santé? M. Félix Tshisekedi parce que la décision vient de lui. Ah bon? Lorsqu'il faut réduire les dépenses publiques liées au fonctionnement des institutions, parce que déjà par rapport au budget, ces institutions vont nous bouffer pour leur fonctionnement plus de 850 millions de $. Au lieu de réduire le nombre de personnel pour que nous puissions garder un peu d'argent et faire face, il augmente encore les charges publiques en créant trois cellules qui ne vont rien faire et d'ailleurs qui vont justement pour surplomber les institutions qui existent. Voilà pourquoi j'ai dit ce sont ces choix contradictoires qui vont créer un doute dans le chef de la population. Nous avons besoin effectivement que nous sentions qu'il y a une coordination. Mais cette coordination ne doit pas seulement se limiter aux problèmes de santé. Pendant qu'on demande à la population de rester chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les frontières, mais au niveau de Kassangoulou, il s'est créé un marché. C'est-à-dire des gens qui quittent Kinshasa, qui vont vers Kassangoulou pour s'approvisionner. Et là, il y a des services qui ne font pratiquement rien. C'est que sous-entend que notre risque
n'est pas par rapport à la survenue de cette pandémie, mais plutôt par rapport à l'incapacité des institutions à nous garantir la sécurité. C'est ça le vrai débat, et je considère de ma part que nous devons faire le plus vite possible que nous conscientisions d'abord les institutions, en commençant par M. Félix Tshisekedi. Il doit éviter de nous lancer dans l'incertitude au risque d'être responsable de ce qui va arriver d'ici là. Alors, je suis à vous. On avait élagué la chloroquine, certes, de notre marché. Alors aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans ces médicaments pour qu'on puisse les réutiliser encore aujourd'hui? Bon, je pense que c'est vrai que nous avions pris le risque de faire ce débat qui du reste est un débat technique en tout cas. Technique, un débat médical. Mais en tant qu'acteur politique, en tant que responsable, en tant que leader d'opinion, nous devons quand même éclairer la long terme par rapport à certaines informations tout à fait nécessaires. Alors je crois qu'il y a de laboratoires de recherche qui travaillent en synergie avec l'INRB. J'ai même entendu un médecin qui vient de proposer une nouvelle molécule à proposer. Je crois qu'il est même en plein processus d'études sur la faisabilité et voir comment est-ce qu'on peut donner aux patients la molécule. Et cela justement demande aussi des moyens que le gouvernement devra allouer pour cette fin-là. Et donc, il y a des laboratoires de recherche, des laboratoires d'analyse qui font des études sur le bien fondé de chaque produit que nous devons adapter par rapport à la pandémie de coronavirus. Si aujourd'hui, la chloroquine qui hier a été mise de côté dans le circuit pharmaceutique de notre pays et qu'aujourd'hui, certains États l'utilisent comme un moyen pour diminuer le danger, parce qu'il faut reconnaître que la chloroquine, jusque-là, on ne la reconnaît pas comme le produit qui traite le coronavirus. C'est un produit qui calme, qui diminue la situation. Et vous savez, en termes de santé, à défaut d'un produit, en tout cas, c'est lui qui peut diminuer la situation, serait le produit le plus applicable. C'est comme ça qu'on utilise jusque-là le produit chloroquine. Mais je crois que nous avons de grands scientifiques dans notre pays. Je crois que même avec le virus Ebola, nous avons vu comment est-ce que le docteur Jean-Jacques Muyembe a travaillé d'arrache-pied et jusqu'au point même de trouver des solutions appropriées par rapport à cela. Et donc, je pense que le gouvernement doit accompagner les chercheurs congolais. Voilà même et pourquoi n'est pas même associé tous ceux qui font la médecine traditionnelle? Bon, écoutez, nous sommes dans une phase où toutes les recherches sont importantes. Nous ne devons pas élaguer une quelconque recherche avec la prétention de dire, parce que c'est une recherche qui découle des données tout à fait traditionnelles, elles ne doivent pas être prises en compte. Non, c'est comme ça qu'il faut mettre en place une coordination qui doit réglementer et qui doit coordonner toutes les réalités autour de la pandémie de Covid-19. Je voudrais un peu mettre un petit accent. Je reviens toujours parce que c'est quand même très important. Moi, j'ai toujours dit, et je continue même à le dire aujourd'hui, si on est responsable politique, je crois que le débat à faire maintenant, c'est le débat économique, c'est le débat social. Le débat autour de la posture politique, des responsabilités des uns, tout comme des autres, parce qu'on a souvent tendance à jeter l'opprobre vers l'autre camp, à tirer les draps de son côté, comme si le problème de la pandémie, le problème du coronavirus est un problème qui ne concerne que Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a ouvert une brèche de solidarité nationale. Je pense qu'aussi M. Alain Bolodjoa a de propositions à faire. Fayulu l'a fait aussi. Les canaux sont déjà connus. C'est un Congolais. Il a une idée, il a des propositions. Il peut passer justement par le canal le plus habilité possible pour proposer. C'est par là que nous allons apporter des solutions. C'est cela la solidarité nationale. C'est cela la fraternité entre un peuple. C'est vrai, on peut dire Félix a échoué,
tel a échoué. D'ailleurs, même certains appellent le ministre de la Santé, puisque c'est un ministre de l'UDPS, il doit démissionner. Les autres qui pensent que plus que Gentini Ngobila, gouverneur du Front commun pour le Congo, doit impérativement démissionner. Non, on est dans un contexte d'une république. Ce sont des organes de l'État. Ils travaillent avec responsabilité et nous devons leur faire confiance. C'est vrai, nous sommes dans une situation très particulière. S'il y a des ratés, il est sûr et certain que les responsabilités seront établies au moment venu. Mais actuellement, nous devons mettre de côté les sentiments polémiques, les sentiments émotionnels. Regardons les réalités en face et travaillons dans la collégialité, dans la fraternité, dans la concorde nationale pour dire non au coronavirus. Le chef de l'État nous a déjà dit le coronavirus n'a pas besoin d'un visa ou encore d'un passeport pour venir chez nous. Il est déjà là et nous devons faire très attention. Nous sommes en guerre malheureusement contre un adversaire très invisible et donc nous devons être conséquents par rapport à cela. Dire à la population, M. Alain Bolodjoa qui représente toute une grande machine politique avec autant d'acteurs à l'intérieur, c'est un leader d'opinion, il a un message à dire à son mouvement politique. Je suis cadre dans un parti, le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona. J'ai la responsabilité de lancer un message pour que nos membres comprennent et de surcroît la population congolaise comprenne et sépare cet esprit collectif d'un peuple uni pour une raison noble que nous allons justement riposter le Covid-19 avec les valeurs du patriotisme et les valeurs du nationalisme. Donc ce n'est vraiment pas important de rester sur des débats de posture inutiles sur le plan politique car ce n'est pas le moment. Très bien. Alors aujourd'hui, il se pose une sorte de scepticisme dans les chefs des Congolais. Il y a des Congolais qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais cru que les coronavirus était une réalité. Est-ce que c'est parce que la gestion de cette pandémie au niveau communicationnel pose un problème ou c'est parce que les Congolais, parce que nous sommes habitués à nous en foutre de tout, les gens ne veulent pas croire à cette réalité? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais tout de même rappeler à mon co-débatteur de ce jour qu'il s'agit là de politique publique. Même la stratégie pour lutter contre la pandémie sont de politique publique. Il ne suffit pas seulement de demander à la population d'avoir la posture que lui veut, c'est-à-dire que nous devons tous regarder dans la même direction, chercher à trouver des solutions ensemble, alors que M. Félix Tshisekedi se dédouane de cette responsabilité et lui opte pour autre chose. En 18 ans de règne, Kabila n'a pas été à mesure de nous donner une bonne politique médicale en tout cas. Non, mais le problème c'est que si vous dites... Vous avez été avec Kabila. Non, mais effectivement, le débat politique. Attendez. Vous êtes tombé dans le même piège. Si vous dites que... C'était juste un rappel. Non, mais effectivement, moi aussi je vais vous rappeler. Si vous dites ça, mais la Chine n'a pas commencé à prendre de l'envol vers les années 97 ou 2001. Et pourtant, nous avons le même produit intérieur brut par habitant en 1960. Revenez là. Non, mais attendez, vous avez lancé un débat. Continuons avec cet élan-là. Qu'est-ce qui a fait que nous connaissions des retards par rapport à la Chine, par rapport au Canada et autres? Ce sont les révolutionnaires de 1967. C'est qui s'entend que la responsabilité incombe plus aux anciens mobutistes, dont font partie le membre fondateur de l'UDPS. Les anciens mobutistes qui ont composé aussi avec Kabila. Non, mais effectivement, aujourd'hui, les grands responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui sont au pouvoir. Les scepticismes des Congolais. Félix Tshisekedi, son père, le partenaire de son père, ainsi que Kabila, sont des seuls responsables. Très bien. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, effectivement, la population a accepté, a tenté de soutenir la démarche. Parce qu'au départ, ce qui a fait qu'il se crée un doute, et un doute justifié ou sinon légitime, c'est par le fait qu'il y a eu de contradictions déjà en termes de communication. La population n'avait pas douté au départ. La population avait cru à l'information. Et fort malheureusement, il y a un responsable de la République, ministre des Surcroît, qui a donné de fausses informations alors qu'il y avait possibilité de vérifier. C'est à partir de ces moments-là que la population a senti qu'effectivement, il y avait une volonté de mentir. Ça a créé un doute. La deuxième expérience, lorsque M. Gentini a pris ses bonnes, mauvaises décisions,
pour mettre les Congolais en confinement, les Congolais ont cru. Ils sont allés même s'approvisionner pour observer la décision. Mais qu'est-ce qui a poussé M. Gentini à revenir? C'est justement parce qu'il n'y avait pas une étude. Il n'aurait pas consulté sa hiérarchie avant de prendre la décision, semble-t-il. Non, mais effectivement, parce que déjà nous étions dans une situation d'état d'urgence. Ce qui veut dire qu'on a réduit son pouvoir de décision. Et lui n'ayant pas compris ça, il a pris une décision. Quand même, il avait pris une décision de manière unilatérale. Mais le Congolais était prêt à observer les mesures. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse se retirer? C'est justement parce qu'il n'avait pas bien fait les études de faisabilité. Ce qui sous-entend que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que non, voilà, nous devons être solidaires, alors que ceux qui nous gèrent manifestent plus de maladresse que des décisions réfléchies. Si on doit dire que non, voilà, on doit surseoir les autres débats. Mais la moindre des choses, prenez des bonnes décisions. Prenez des bonnes décisions. Pendant qu'on mettait des mécanismes pour sécuriser les autres États, vous nous présentez 1 800 000 $. Pendant qu'on attendait qu'on mette en place une cellule de riposte, et non, vous prenez le temps de nous dire tout sauf l'essentiel. Et aujourd'hui, qu'on nous dit que non, voilà, il y a un problème en termes d'équipement, vous nous présentez une chaîne de télévision. Ce sont là des choix contradictoires. La moindre des choses, c'est vrai que nous avons opté pour ne pas mettre mal à l'aise nos amis qui ont déjà des difficultés de réflexion, pas lui, mais j'ai dit leur famille politique, des réflexions par rapport au solutionnement des problèmes. Mais aujourd'hui, nous sentons que ce sont eux qui s'attaquent aux autres. Il suffit seulement de dire à M. Félix Tshisekedi, voilà, par rapport aux urgences, réduisons le personnel politique. C'est la moindre des choses. Comment lui veut nous faire voir que pour mobiliser 135 millions de $, nous devons attendre de la communauté internationale? Mais cette communauté internationale aujourd'hui n'existe plus. L'Italie n'est pas soutenue par l'Union européenne. L'Italie se bat seule. La France aujourd'hui est dans la même posture, dans la même position. C'est-à-dire que tous les États rentrent dans leurs intérêts. C'est-à-dire que, comme on dit, la communauté internationale est justement une juxtaposition d'intérêts. Tout le monde voit que c'est d'intérêt aujourd'hui. Et vous attendez de la communauté internationale. On a donné un nombre de pays qui devaient bénéficier des financements de l'OMS. Est-ce que notre pays a été cité? Ce sont là de vraies questions. Sommes-nous incapables de mobiliser 135 millions de $? Je vous donne juste un cas. M. Félix Tshisekedi, dans son programme, il avait prévu la construction d'une centrale électrique à base de gaz, 180 millions de $. Le fait que les travaux n'ont pas commencé, pourquoi ne pas prendre cet argent? Parce que dans le programme, c'était dit, cet argent était disponible. Nous avons déjà quelque part 180 millions de $, qui existent, qui devaient construire la centrale. Le fait qu'on n'a pas affecté l'argent. Prenons les 135 millions, commençons à soutenir, à préserver des vies. S'il y aura appui par la suite, on peut attendre, mais vous ne pouvez pas nous dire que non, voilà, on n'a pas déployé. Est-ce que vous savez que les zones de santé, jusque-là, n'ont pas été formées par rapport à la stratégie de la riposte? Jusque-là, ils n'ont pas été formés. Est-ce que vous savez que ces personnels-là n'ont pas été payés jusque-là? Est-ce que vous savez que les hôpitaux qui ont été réquisitionnés jusque-là n'ont pas d'équipement? Et là, vous pensez qu'on va prendre cette décision au niveau de la population? Non, ce sont les dirigeants qui doivent donner des orientations. Quand M. Félix Tshisekedi a créé sa cellule pour lutter contre le coronavirus, a-t-il consulté le ministre? Non, parce que j'ai suivi le ministre dans une chaîne de la place qui a dit que non, lui restait le coordonnateur. Et pourtant, M. Félix Tshisekedi s'est autoproclamé coordonnateur sans passer par le gouvernement. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des choix contradictoires qui risquent de mettre en mal tout ce que nous allons poser comme acte. Il suffit seulement de voir comment le gouvernement se comporte pour vous rendre compte du degré de l'irresponsabilité de ceux qui sont censés nous diriger. Très bien. Confinement reporté, les taux des personnes infectées aujourd'hui ne fait qu'augmenter. Quelle stratégie mettre en place pour stopper aujourd'hui la montée en puissance de cette pandémie? Bon, au-delà de stratégies des natures médicales, de stratégies qui découlent justement des études menées par les spécialistes en la matière, je crois qu'il y a de consignes sanitaires que nous devons observer, nous en tant que population. Le geste barrière, les écarts d'1 mètre ou plus, mais aussi le fait de se confiner à la maison, le fait de rester à la maison maximise plus de possibilités d'éviter la propagation de la pandémie de coronavirus
dans notre vécu. Surtout que nous sommes dans une société où il y a plus de promiscuité, les gens sont entassés comme dans une sardine. Il suffit seulement d'aller voir comment un peu comme je vois les policiers dans leur jeep. Effectivement, il y a des vrais problèmes. C'est là même qui sont censés surveiller la mise en application des mesures du gouvernement. Tout à fait. Il y a de sérieux problèmes. Moi, je voudrais, lorsqu'on parle de ces choses, que nous soyons un tout petit peu responsables, que nous soyons conscients. Il est vrai que nous avons des problèmes pratiquement dans tout le secteur de la vie nationale et que voilà aujourd'hui le problème de coronavirus arrive et que ça affecte le pays au plus haut degré de la République. Bon, vous voulez que l'on puisse résoudre tout le problème au même moment. Je pense que ce serait demander l'impossible à notre gouvernement. Déjà qu'il y a un problème de transport, déjà au regard d'un grand nombre de la population, déjà même j'informe à mon co-débatteur que la ville-province de Kinshasa, c'est la province la plus peuplée de la République, et avec le nombre de cette démographie qu'il y a, et la disponibilité de moyens de transport qui circulent jusque-là sur les grands acteurs de la ville-province de Kinshasa, je crois que c'est très difficile pour que les gens respectent les consignes sanitaires, mais seulement nous avons la responsabilité d'insister. Comme on a dit dans un taxibus, le petit taxibus, il faudrait qu'il y ait 3 personnes. Ça, nous devons le respecter. Dans de gros bus comme notre bus, le transport national, le Transco, il faut qu'il y ait 20 personnes. Ce sont des consignes que nous devons respecter. Mais si on ne le fait pas, je crois, on va faciliter la propagation et lorsque la situation sera pire, je crois que nous tous Congolais, nous allons en pâtir. C'est comme ça que moi je voudrais que l'on se comporte à ces stades en 2 hommes responsables. Nous n'avons pas un autre choix à faire que celui de dire stop au coronavirus. Nous n'avons pas un autre choix à faire que celui de sensibiliser de manière infatigable à notre population. C'est vrai, l'attitude de mon co-débatteur, que je salue, même la dextérité de son intelligence sur la question, c'est vrai que c'est une attitude de surveillance nationale. Je salue, nous devons être surveillants, nous devons booster les responsables de notre pays pour justement faire un travail qu'il faut. Oui, mais au-delà de cela, nous devons aussi sensibiliser la population parce que la population aussi a une part des responsabilités par rapport à cette pandémie de coronavirus. Je crois que c'est dans cette coordination-là, dans cette harmonie entre les responsables du pays et le peuple que nous allons vaincre le problème de coronavirus. Et après cela, on verra maintenant comment est-ce qu'on doit orienter. Moi, je l'ai dit d'ailleurs que, comme on dit parfois, le malheur est bon. Aujourd'hui, le coronavirus est venu, ça a étalé pratiquement la faiblesse de tous les États. Même certaines grandes puissances qui se prétendaient de puissance mondiale. Mais aujourd'hui, le coronavirus a rendu tous ces États faibles. Et je crois que c'est encore plus faible pour un pays comme la RDC. Et donc, après cette pandémie, nous devons réajuster notre façon de faire par rapport à la gestion de la chose publique de l'État. Nous devons être beaucoup plus sérieux parce que nous devons mettre la population congolaise à l'abri de la sécurité. Très bien. Sinon, on va perdre. On va prendre le deuxième thème de l'émission. Vous gardez la parole. Félix Tshisekedi qui ordonne l'arrestation de Gédéon Kyungu, ces seigneurs de guerre qui a terrorisé le Lubumbashi, c'était le dimanche, causant la perte en vie humaine des paisibles citoyens. Il faut rappeler que Kyungu Gédéon, c'était un récidiviste. C'était un condamné de la justice, il s'est évadé de la prison, Kabila a donné une grâce présidentielle. Aujourd'hui, Kyungu recommence encore avec ses bêtises. Est-ce que vous encouragez aujourd'hui la décision prise par Félix ? Je ne peux que dire oui à cela, parce que même votre façon de présenter la question, vous avez utilisé de termes qu'il faut. Vous l'avez qualifié d'un récidiviste, vous l'avez qualifié d'un fauteur de troubles, de quelqu'un qui a commis des bavures, de quelqu'un qui a enfreint les dispositions légales de la République, de quelqu'un qui s'est comporté en marge de ce qui a été prévu. Aujourd'hui, si M. Gédéon Kyungu, Congolais de surcroît qu'il est, se comporte... membre de la coalition FCC Cash. Il a un parti politique qui appartient au FCC. Membre d'un regroupement politique, c'est ce qui dérange encore, parce qu'on s'est rendu compte que
depuis un temps, nous avions eu à assister à une république qui était en train de bénir ou encore de baptiser certains criminels. Les criminels d'hier sont devenus aujourd'hui le colistier dans un regroupement politique avec qui nous avons peaufiné des stratégies politiques ensemble au nom de la République. Ça, je dis, ce sont des choses qui ne doivent pas se répéter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le vent de Félix Tshisekedi, c'est vrai que Félix Tshisekedi, le président de la République, a présenté déjà un nouveau paradigme de sa gouvernance, essentiellement reposé sur la proposition de la création d'un État de droit. Effectivement, la création d'un État de droit doit se faire avec le respect de la République, le respect de lois établies, le respect de la justice. Et la justice doit faire son travail face à quelqu'un qui enfreint le fonctionnement régulier de la République, le fonctionnement régulier des institutions de la République. On se réveille un beau matin, on voit quelqu'un qui s'est recroquevillé dans un coin de la République, s'aimer la terreur, tuer les Congolais. Et puis il disparaît comme d'habitude. Disparaître après un temps, il va réapparaître dans un cadre beaucoup plus politique au nom d'un label politique pour être béni et baptisé. Je crois que ces choses doivent s'arrêter. Et donc le président de la République a tout intérêt justement de donner des instructions dans la manière de traquer M. Gédéon et de surcroît de l'arrêter, de le juger et pourquoi pas de les condamner parce que la place pour un criminel... Il a été déjà condamné, il s'est évadé. Non mais le moment de Félix... Kabila nous l'a ramené ici. Non mais il faut savoir que chaque président a imposé un système et chaque système avait ses effets. Aujourd'hui, pendant le règne de Félix Tshisekedi, il ne faudrait pas reconsidérer le Congo comme un site touristique où chacun viendra se récréer de manière infinie. Effectivement, ces choses, nous les avons connues dans le temps parce que le Congo était considéré comme un cadre de récréation interminable. Nous avons vu des gens comme des Gédéon Kyungu, des Nemwanda Ntemi faire de choses, commettre des bavures, se retrouver dans des cadres institutionnels, se retrouver dans des cadres d'échanges politiques sur des questions de la République. Ce sont des choses qui ne doivent pas se répéter aujourd'hui. Maintenant, nous devons respecter la République, les institutions de la République, les lois établies et nous devons respecter une justice qui doit faire son travail sur des gens qui se comportent en marge. Votre ancien camarade, Joseph Kabila, c'est pratiquement lui qui a remis Gédéon Kyungu en liberté. On nous l'a présenté ici avec fanfare, on nous l'a présenté en pompe, allais-je dire. Aujourd'hui, Kyungu récidive encore. Est-ce que vous saluez quand même la décision de Félix? Bon, je ne sais pas si M. Félix a pris des décisions, mais ce qui est vrai, c'est que... Il a ordonné l'arrestation immédiate même. Je ne sais pas s'il a pris des décisions, mais ce qui est vrai, en tout cas, ça doit relancer les débats sur le fonctionnement des institutions, sur le fonctionnement de l'État dans son ensemble. Moi, personnellement, je n'ai jamais accepté le chèque en blanc qu'on a accordé aux politiciens, en commençant d'abord par les conclusions de l'accord global et inclusif. Il y a eu 6 millions de morts, et fort malheureusement, tous ceux qui ont participé dans la tuerie, ils ont été blanchis. Ils ont été blanchis par le simple fait qu'on a opté pour la paix au lieu d'opter pour la préservation des vies. Ça, c'était quand même très décevant. Et j'étais parmi ceux qui considéraient qu'après les élections de 2006, on devait effectivement fonder l'État sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'on devait proposer une nouvelle constitution qui devait mettre l'accent sur le respect des dispositions, le respect de la vie humaine, le respect de tous ces principes. Parce que l'impunité ne peut jamais apporter la paix. Ça, ce sont des principes. Et fort malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne ne respecte la Constitution. Cet état de droit dont on parle est déjà consacré dans la Constitution. La Constitution a créé des limites. Vous parlez de Gédéon Kyungu. J'étais parmi les rares Congolais qui étaient membres de la majorité, comme vous voulez bien l'insinuer, insister sur, qui avaient dit non. Au même moment, j'ai vu M. Roger Lumbala, qui était aussi un rebelle, qui a été accueilli par l'UDPS et allié à l'aéroport. Alors qu'il était membre du M23. En tout cas, je n'ai pas vu... Non, mais vous ne l'avez pas vu. Je n'ai pas vu l'UDPS aller accueillir Roger Lumbala en tout cas. Non, mais peut-être vous étiez occupé à autre chose.
Il y a des membres et les alliés c'était plutôt les recommandations des assises de la Cinco. L'ensemble, le rassemblement de l'opposition à l'époque. était parti accueillir M. Roger Lumba à l'aéroport. Je peux citer ici Mme Henriette Ouabou. Ils sont nombreux, pour ne pas citer son président. Ce qui veut dire je ne l'ai pas vu en tout cas à l'aéroport. Mais effectivement, mais il y a des données, il y a des éléments, il y a des vidéos qui peuvent attester, qui peuvent étayer ce que j'ai dit. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous devons tous lutter contre cette pratique-là. La politique de l'impunité, la justice. La politique de l'impunité qui a été longtemps prônée par Kabila. Non, mais effectivement, la politique de l'impunité qui a commencé depuis 1965. Et nous devons y mettre fin. Ce sont des choix que nous devons opérer. Si j'ai quitté Kabila, l'une des raisons, c'est aussi parce qu'il y avait impunité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu, comment on l'appelle, Némon Ansem, qui était aussi arrêté, jugé, condamné, libéré par qui? Par M. Félix Tshisekedi. Vous voyez? C'est ça la continuité. En tout cas, je ne reconnais aucune décision de Félix Tshisekedi. Non, mais apparemment, il y a des chapitres qui vous échappent. Il a apparu pour la première fois devant chez Olenga Nkoy. Il a été amené où? Au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, et après on a pris la décision. Avant même qu'il n'arrive à la prison, on l'a relaxé. C'est un partenaire de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui. J'ai des gens qui ont aussi, c'est un partenaire de Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit. Membre de la coalition FCC. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit. Ne retrouvons pas dans le cash, dans le FCC, j'ai dit, aujourd'hui, nous avons une coalition des gens qui font la promotion de l'impunité. Hier, M. Némon Ansem a défié l'État. Il a défié l'État. Ce sont le même procédé que ce qui s'est passé au Katanga. Je n'ai pas vu des armes au Katanga, mais il y a eu de morts. Et on a demandé à ce que, d'après ce que vous me dites, à ce qu'on arrête le commanditaire ou le chef de l'organisation. Ici, je ne sais pas s'il y avait des armes, mais ce qui est vrai, on n'a tué personne. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de statistiques. Et on a demandé à personne d'arrêter Némon Ansem. C'est ça, en fait, le problème. Parce que lorsque vous protégez vos partenaires, les autres vont les faire. La meilleure manière d'apprendre aux autres de respecter la Constitution et le loi de la République, c'est de commencer à sanctionner ses propres partenaires. L'impunité, ce n'est pas seulement par rapport aux manifestations politiques. L'impunité aussi, c'est par rapport au détournement. C'est par rapport à la concussion. Lorsque un président de la République dit devant la face du monde que la rétrocommission est acceptable dans notre pays, ce qui veut dire qu'il cautionne l'impunité. Ah bon? Il cautionne l'impunité. Parce que la concussion, au regard des dispositions de l'article 164 de la Constitution, en principe, lorsque vous êtes frappé par la concussion, on doit vous sanctionner. Mais cela n'est pas fait. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des travaux qui ont été menés, personne n'est sanctionné. Aujourd'hui, nous voyons les membres de l'UDPS organiser des manifestations qui conduisent à la mort des gens, personne n'est sanctionné. Aujourd'hui, on voit comment les routes sont barricadées. Ils ont même pris en otage la maison communale. La maison communale pendant plus d'un mois, personne n'est sanctionné. Aujourd'hui, Némon Ansem, qui est membre, allié, partenaire de M. Félix Tshisekedi, qui a trouvé l'ordre public, il n'est pas sanctionné. Ce qui sous-entend la coalition FCC cache est constitué essentiellement des gens qui font la promotion de l'impunité. Voilà pourquoi nous disons, nous devons réinventer l'avenir. En quoi faisant? Il doit commencer à aller conscientiser son président. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fallait dire. Mais fort malheureusement, il est dit à la télé. Il doit aller dire à leur famille politique. On doit arriver à sanctionner. Parce que si on ne sanctionne pas, ça crée l'impunité. Or, il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. Dès lors qu'il ne sanctionnera pas, eh ben, il va profiter de ce qui va arriver et puis à la fin, il va se rendre compte qu'il ne va pas faire avancer le pays. J'étais indigné hier d'entendre les ministres de la Défense et Mengoï Moukena au sortir de la réunion stratégique qu'ils ont eue avec le président de la République déclarer devant la presse que le président avait simplement déploré les troubles causés par Némon Ansem. Et jusqu'à ce jour, Némon Ansem n'est pas inquiété. Alors que les gouvernements, pour protéger la population face à cette pandémie du coronavirus, avaient plutôt pris la décision d'interdire tout rassemblement de plus de 20 personnes. Alors que les adeptes de Némon Ansem hier, c'était plus de 100. Aujourd'hui, Némon Ansem continue à circuler librement en tout cas. Est-ce qu'un président doit se limiter à déplorer ou le président et son gouvernement doivent
prendre des ordres ou, je dirais, agir? Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que j'ai fait un exercice peut-être inédit dans ma façon de faire les choses, surtout dans le débat des natures politiques. J'ai vraiment fait un effort d'être modéré. J'ai fait un effort de ne pas migrer vers ce que je traite de politique, de polémique inutile. Et je me maintiens par rapport à cela. Peut-être c'est un privilège que j'accorde à mon co-débatteur seulement pour ce jour, parce que je me focalise un peu beaucoup plus sur le problème de coronavirus, le seul problème qui nous préoccupe à ces stades. Parce que j'ai beaucoup entendu dans le dire de mon co-débatteur, je ne voudrais pas y revenir, il a dit beaucoup de choses, il a même parlé du fait que le président de la République a affirmé que le problème de la rétrocommission était quelque chose de très valable. Je ne sais pas si le président l'a affirmé sur quel pays, sur quel territoire. C'est aussi lui qui a décidé qu'on puisse arrêter les poursuites contre Némon Dansemi. Je le considère comme de faits anodins. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous sommes dans un cadre de la République. Et dans la République, il y a des normes, il y a des principes. Il a cité tout à l'heure la Constitution, notre loi mère, notre loi fondamentale. Cette Constitution, justement, place des limites par rapport aux actions des uns et des autres. Et je pense que ce que M. Némon Dansemi, avec sa troupe, bien entendu, ce qu'ils ont commis hier, c'était effectivement saboter les acquis même de la République, comme l'a dit d'ailleurs mon co-débatteur. Et ça, c'est quelque chose de très condamnable. On ne peut pas saluer la bavure de quelqu'un parce qu'il appartient dans un même regroupement politique que nous autres. Bon, je ne sais même pas si encore M. Némon Dansemi fait partie du regroupement politique qu'on appelle le CACH. Sinon, ce serait une information qu'on m'apprendrait ici sur ce plateau. Sinon, ce n'est vraiment pas le cas. Et donc, nous ne sommes pas en train de créer une république selon les humeurs des individus. La république, c'est pour le Congolais. Et donc, s'il y a un Congolais qui se comporte en marge de disposition du pays, je crois que je l'ai déjà dit et je le répète une fois de plus, il faut que la justice mette la main sur cet homme-là. Et cela ne doit pas essentiellement venir du président de la République. C'est comme si le président de la République n'est dit mot, on ne doit pas agir. Écoutez, nous sommes dans une république où nous devons respecter ne serait-ce que le principe de séparation de pouvoir. Le président de la République, devant certains faits, il est dans l'obligation justement de respecter les limites de pouvoir qui lui sont confiées par rapport à notre Constitution pour ne pas outrepasser les limites afin de causer par exemple quelques entorses en ce qui concerne le pouvoir, par exemple, reconnu au pouvoir judiciaire. C'est vrai, séparation de pouvoir, c'est un principe d'État et que nous devons respecter. Et le président de la République est respectueux de ces principes-là, mais la collaboration existe. Le chef de l'État, en tant que visionnaire, en tant que donneur de leçons, en tant que donneur d'impulsion, il a déjà présenté un modèle de sa gouvernance qui doit être entériné par les autres acteurs de la République, c'est-à-dire le gouvernement, lui-même le président de la République, le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir judiciaire. C'est par là que nous allons consolider les acquis de la République et sauver les pays contre le cynique, contre les antipathiques comme Némon Dansemi et Gédéon Kyungu, contre les ennemis de notre pays qui veulent profiter justement de cette faiblesse de coronavirus pour s'aimer la terreur, peut-être avec l'intention de faire un putsch, un coup d'État, l'insurrection, peut-être encore la rébellion. Lui, il a dit qu'il voulait procéder au rituel qui devrait mettre fin à cette pandémie. Je ne sais pas s'il se croit dans quel monde. On est dans un monde où il y a des spécialistes qui travaillent de commun accord avec les officiels de la République. On le considère comme un Congolais autant que M. Alain Bolodjoa, qui vient de proposer des idées que nous ne devons pas mettre de côté. Si Némon Dansemi a de propositions à faire, je crois que les canaux sont bel et bien connus. Il n'a qu'à passer par les canaux officiels pour proposer ses idées et on luttera contre la pandémie de coronavirus tous ensemble, au lieu de créer des désastres qui par conséquent créent même des pertes de vies humaines. Très bien, l'émission est terminée. Alors, en une minute, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'on puisse poursuivre Némon Dansemi? Bon, possible, oui. Mais fort malheureusement,
Pourquoi pas? Félix Tshisekedi ne le fera pas. Est-ce qu'il a bien fait Félix de le faire? Non, mais attendez. Mais il y a des magistrats qui venaient apparemment, vous voulez... Est-ce que vous oubliez que vous m'avez posé la question si j'étais informé que M. Félix Tshisekedi aurait pris une décision pour faire arrêter Gédéon Kyungu? Vous avez oublié, ça n'en fait même pas 5 minutes. S'il a pris la décision, il a ordonné au service de sécurité d'arrêter Gédéon Kyungu, il pouvait faire la même chose. M. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté la Constitution. Il n'a jamais respecté. Je vous cite 5 cas, c'est à vous d'apprécier. M. Félix Tshisekedi a suspendu l'installation du Sénat par voie de communiqué. Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui consacre ces pouvoirs-là? Non. Vous voyez, M. Félix Tshisekedi a pris de manière unilatérale des ordonnances contresignées par son directeur de cabinet. C'est constitutionnel? Non. M. Félix Tshisekedi a conçu un programme de gouvernance et l'a mis en œuvre. C'est constitutionnel? Non. M. Félix Tshisekedi vient de prendre des ordonnances aujourd'hui en violation de l'article 92 de la Constitution. C'est constitutionnel? Non. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face de quelqu'un qui n'a que des intentions. Il peut avoir de bonnes intentions, c'est vrai, mais dans le fait, il n'a rien posé comme acte pour dire aujourd'hui qu'il a le souci de respecter la Constitution. S'il s'agissait de la Mouka, il allait déployer les services. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand la Mouka avait demandé à ce qu'il marche, il a déployé les services, mais quand il s'agit de... La Mouka a manifesté ici plusieurs fois en tout cas. Non, mais quand il s'agit... Non, mais attendez. On a même transporté Fayoulou de l'aéroport jusqu'à chez lui. Le Monafem aussi a manifesté, mais cette fois-ci, pourquoi on a... Avoir l'autorisation de l'hôtel de ville. Non, nous sommes dans une situation spéciale. Et aujourd'hui, M. Le Monafem a défié l'État. Nous attendons. Nous attendons. Et nous voulons effectivement que ceux qui vont violer la loi soient sanctionnés, même s'il va s'agir de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'état de droit. La Constitution ne nous dit pas que si le président de la République viole intentionnellement la Constitution, il doit rester impuni. Non, même lui, il est soumis sous la pression de la loi. Et c'est ce que nous attendons. Une dernière rubrique, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Vous allez vous adresser au public en quelques secondes et puis, si possible, vous coordonner à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats avec vous. Mon numéro, c'est 00243 81 250 28 51. Moi, je crois que nous devons traiter de cette question en ce qui concerne le coronavirus en prenant en compte toutes les dimensions. Ça serait absurde de notre part de nous focaliser que sur l'aspect sanitaire. Il y a vraiment une désarticulation de l'économie. Nous sommes en face d'une récession économique. Eh bien, nous devons prendre de bonnes décisions. C'est le moment de relancer le secteur agricole pour que nous réduisions substantiellement notre dépendance de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes frappés, c'est vrai. Cette pandémie a mis à nu les lacunes chroniques de notre organisation. Mais ce que nous devons faire, nous devons prendre de bonnes décisions. On doit suspendre toutes les décisions inutiles telles que les nominations, les créations de structures et focaliser nos efforts sur la prise en charge, mais aussi sur la capacité des Congolais à avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ça, c'est l'essentiel. Pas de nomination, pas de création inutile, pas chercher à caser les amis et connaissances. Ce n'est pas le moment, le pays est en danger. Alain Bolodjoa, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Manix, vous avez la caméra qui est là devant vous. Un petit message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. Voilà mon petit premier message que je voudrais d'abord dire à tous les habitués, ceux qui se sentent donner la peine de me regarder à chaque instant. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui j'ai été très différent. C'était un privilège. Moi également. C'est mon petit bonbon de sagesse que j'ai donné à monsieur Alain Bolodjoa. Je ne sais même pas si c'est son jour d'anniversaire, sinon c'est un privilège. Mais du moins, par rapport à la problématique de coronavirus, je crois que nous devons faire ce débat avec beaucoup plus de responsabilités. Il n'est vraiment pas important de rester dans le clivage, de rester dans la division partisane liée à nos décorations politiques, parce que le problème de coronavirus tue sans pour autant regarder nos décorations politiques. Ça peut tuer un membre du CACH, ça peut tuer un membre du FCC, quelqu'un de la société civile ou encore de la Mouka. Et donc, mon plus grand souhait à ce stade, c'est de transcender la dimension politique pour considérer la République comme le seul dénominateur de tout le Congolais. Je voudrais vraiment, dans ce contexte plus précis, voir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de la République, ensemble avec Martin Fayoulou,
Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, sur une même table, dans une coordination très serrée, pour voir comment est-ce qu'on peut endiguer la pandémie du coronavirus. Et là, la République vaincra. Et donc, pour ceux qui veulent me contacter, c'est simple, pour le débat, la continuité de notre débat, appelez-moi au plus 243 82 12 98 955 ou encore écrivez-moi sur mon compte personnel Facebook Manix Ienda, et donc on va échanger dans le calme, dans la quiétude, tout en respectant le principe de la République. Merci. Manix Ienda, merci également de votre passage. Merci beaucoup Hervé. Ça en est fini pour aujourd'hui. Tribune Presse, c'était un réel plaisir de vous les présenter. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous demain mercredi avec d'autres invités, mais avec les mêmes plaisirs. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.